bien bonjour, nous allons à présent aborder les bases de spectroscopie. Alors ça va rester que des bases et ça va se faire en plusieurs temps. Et nous allons commencer par la spectroscopie ultraviolet visible pour aujourd'hui. Pour l'instant, on va commencer à refaire quelques rappels sur le spectre électromagnétique puisque c'est un schéma qui va être à la base de toute notre étude. On en a déjà un petit peu parlé la dernière fois. Mais on va se recaler encore plusieurs fois de suite à chaque spectroscopie pour bien comprendre où on interagit dans ce spectre. En forme d'introduction, on verra des formules mises en œuvre qu'on a vues et puis on complétera par d'autres. On verra les différents types de spectroscopie qu'on va voir dans ce cours. On verra l'effet des radiations électromagnétiques sur la matière et on affinera un petit peu la différence entre le spectre d'émission et le spectre d'absorption. Puis nous commencerons pour aujourd'hui la spectroscopie ultraviolet visible. On regardera donc la terminologie qui est utilisée dans la spectrométrie d'absorption, l'illustration de la spectrométrie d'absorption. On établira ensuite mathématiquement la loi de Beer-Lambert, c'est quelque chose de très important que je vais vous introduire mathématiquement. On verra la limite de la validité de cette loi de Beer-Lambert et on verra le principe d'un spectrophotomètre. Le spectre électromagnétique, alors c'est un schéma qu'il va falloir que vous mettiez bien en tête jusqu'à la fin du cours. C'est une représentation graphique qui met en évidence l'évolution des fréquences et des longueurs d'onde, voire des nombres d'ondes, en fonction de leur évolution au niveau de leur énergie. Donc on part des rayons gamma à 10 puissance dans l'ordre de 10 puissance 30 Hz jusqu'aux ondes radio. Et dans cet ensemble de spectres, donc, que peut prendre comme valeur une onde électromagnétique, aujourd'hui on va s'intéresser à une partie qui est représentée ici, qui est le spectre visible, et on va parler de l'ultraviolet qui est immédiatement à gauche dans le spectre. Si on va un peu plus loin en détail dans ce spectre, donc là je l'ai un petit peu complété avec l'énergie, le nombre d'ondes et puis la longueur d'onde, les domaines, ça on l'avait déjà, et puis je suis rentré un petit peu plus dans le détail dans l'infrarouge. Alors au niveau de l'énergie, on a toujours les relations qu'il faut connaître, celles-là je vous demande de les connaître par cœur. E égale h nu, avec h la constante de Planck égale à 6,63 10 puissance moins 34 joules fois seconde, ou bien vous mettez SI pour système international si vous savez plus ce que c'est des joules par seconde. C'est équivalent à E est égal à HC sur lambda, est égal à E est égal à HC fois sigma, avec lambda qui est égal à C sur V, donc sur ce graphe que j'ai trouvé sur un des articles des techniques de l'ingénieur. Je rappelle qu'un angstrom est égal à 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 10 puissance moins 8 cm pour le comparer avec l'unité de la longueur d'onde. Sigma, c'est le nombre d'ondes qui est égal à l'inverse de la longueur d'onde. La fréquence, on la note nue dans ce cours. Donc on retrouve les domaines qui vont sur ce diagramme des micro-ondes au rayon X en passant par les infrarouges, le visible, l'ultraviolet. On a vu la dernière fois pour mémoire qu'une onde électromagnétique a été composée de deux champs, donc un champ électrique et un champ magnétique, voilà, qui se propageaient les deux dans la même direction. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être la spectroscopie des bases de spectroscopie d'absorption de la spectroscopie électronique, où on va s'intéresser à des transitions électroniques dans le domaine du visible et l'ultraviolet. Puis nous verrons la prochaine fois la spectroscopie de vibration, où on va s'intéresser au domaine de l'infrarouge, et là où on verra des choses intéressantes sur les vibrations moléculaires. Et puis il y a également la spectroscopie de rotation, que je ne vais pas trop parler dans ce cours, mais qu'il faut savoir qu'elle existe, qui fait partie des micro-ondes, et plus loin vers les ondes radio, on parlera ensuite de la résonance magnétique nucléaire. Et puis nous finirons par une présentation sur la spectrométrie masse. Alors pour l'instant on va s'intéresser à la spectroscopie électronique et puis à l'infrarouge dans un premier temps. Donc ça, il faut savoir que c'est principalement la contribution du champ électrique de l'onde électromagnétique
qui va jouer un rôle dans ces spectroscopies. Voilà, une vue un peu plus large est présentée sous une autre forme du diagramme qu'on avait à la page précédente. Bon, c'est en anglais, il faut vous habituer un petit peu aussi, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous y est déjà habitué à l'anglais. Donc on a le même panel de représentation de fréquences. Ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est qu'on voit un petit peu plus visuellement ce qui va se passer au niveau de l'atome ou de la molécule, entre les changements de configuration nucléaire sur les nombres d'ondes relativement élevés. Puis après, on va s'intéresser à la partie ultraviolet visible, donc juste après les rayons X. On verra la distribution de configuration électronique des électrons. Puis on verra les phénomènes de vibration qui seront mis en évidence au niveau de l'infrarouge. Bon, le micro-ondes, j'en parlerai pas, mais avec tout ce qu'on va voir de la base, c'est un peu ça aussi l'objet du cours, c'est que vous vous intéressiez éventuellement après aller voir d'autres domaines de spectroscopie, puisque de toute façon vous allez peut-être même pas avoir le choix suivant le sujet de traitement que vous avez eu au niveau de bibliographie. Et après on s'intéressera plus du côté résonance magnétique nucléaire à la notion de changement de spin, qu'on parlera également rapidement en fin de cours. Enfin, toujours une autre manière de présenter le spectre sous forme de tableau, l'effet d'une radiation électromagnétique sur la matière. Bon, c'est toujours la même chose que les deux derniers paragraphes, c'est pour bien vous en mettre une couche, où là par exemple, par rapport aux longueurs d'onde et puis aux énergies en électron-volt, on a les interactions entre les ondes et puis les molécules qui vont de la ionisation moléculaire au retournement de spin, en passant par la rotation des molécules, la vibration des liaisons moléculaires et puis l'excitation électronique qu'on retrouve dans l'ultraviolet et le visible. Voilà, donc mettez-vous vraiment bien en tête ce spectre, c'est très important. En guise d'introduction, reparler un petit peu des différents spectres qu'on peut avoir à partir d'une source lumineuse polychromatique. Donc il y a plusieurs solutions. Ça, cette source polychromatique, elle est donc constituée de plusieurs ondes monochromatiques. Elle passe dans un système dispersif, un prisme par exemple, ou un réseau dispersif autre, et elle nous donne un spectre d'émission continue. Cela veut dire qu'elle va contenir toutes les fréquences qu'elle possède, notamment une lumière blanche va se décomposer complètement dans le domaine visible sur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Après cette source lumineuse, on peut la faire passer dans un nuage gazeux qui contient un échantillon. Alors il y a deux phénomènes qui peuvent se passer à partir de là. Soit l'échantillon il continue d'être éclairé par une source lumineuse polychromatique et via un système de dispersion, il fait apparaître apparition d'un spectre d'absorption de raies, c'est-à-dire que l'échantillon va absorber certaines ondes et ne pas les restituer dans un spectre d'absorption lorsqu'il est éclairé par cette même source polychromatique, ou bien l'échantillon, de par l'énergie qu'il possède grâce aux photons qu'il a absorbés précédemment, est à même de restituer cette énergie sous la forme d'un spectre d'émission de raies. Donc ce schéma est intéressant puisqu'il montre les trois types de spectres qu'on peut trouver. Nous, on va travailler beaucoup dans le domaine de l'absorption. Mais on a ces trois cas qui peuvent se produire. C'est une autre manière de dire ce que j'avais dit au cours d'avant. Un mot sur la spectrie d'émission que je ne vais pas aborder dans ce cours, mais bon, qu'il est important quand même de citer à titre d'exemple. Donc si on considère un échantillon qui est soumis à une énergie électrique, alors thermique ou chimique, et bien cet échantillon il va émettre une énergie que je vais appeler PE, qui va pouvoir se représenter sous deux modèles, un qu'on va pouvoir mesurer, tracer, étudier, et puis l'autre qui est plus théorique, qu'on avait déjà parlé la dernière fois. Donc en termes d'énergie, on voit apparaître des états, un état fondamental 0, un état excité 1 et un état excité 2. Et l'échantillon, lorsqu'il est soumis à cette énergie, va par saut quantique donc arriver à ces niveaux d'énergie 1 et 2, puis 10-6 à 10 puissance moins 8 secondes après, restituer cette énergie soit de E2 égale H2 soit
E de 1 égale H nu de 1 est égal à H sur lambda de 1, soit de E2 à 0, c'est-à-dire H nu 2 égale à HC sur lambda 2, soit restitué de l'état d'énergie E1 égale H nu 1 vers HC divisé par lambda 1. Voilà, donc une nouvelle façon de remettre une fois la formule E égale H2 qui est équivalent à E est égal à HC sur lambda qui va conditionner donc le formalisme de la quantification d'énergie qu'on a entre deux niveaux d'énergie différents. D'un point de vue spectral, en fonction de la longueur d'onde, eh bien, on va avoir des pics qui vont apparaître aux différentes longueurs d'onde, lambda 1, lambda 2 et lambda 2, 1. Bon, ça c'est la spectrométrie d'émission.